Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette haute convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Je suis Lukman Sanfo, avec donc la complicité des deux juges au siège ce matin. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue. Ce matin, nous vous partageons cette pensée de l'écrivain Alexandre Zinoviev qui dit ceci: un ouragan de désinformation de type nouveau s'est déversé sur l'humanité. Il ne s'agit plus de création et de diffusion intentionnelle d'informations délibérément fausses pour induire en erreur. Maintenant, on utilise des informations vraies dans le but prétendu de nettoyer les esprits, mais ces informations sont sélectionnées, traitées, combinées, interprétées et présentées de telle façon qu'une fausse image donc est désinformée donc de la réalité en résulte. Bonne méditation en cette journée donc du 17 novembre 2020, deuxième convocation pour cette semaine. Donc merci encore une fois de votre fidélité. Je suis Lukman Sanfo. Bonjour Geoffroy Vaha, bonjour Ben Abougma. Bonjour Président, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Ce matin, trois sujets de l'actualité retiennent notre attention. On va d'abord parler de l'écho au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina Faso parce que l'UPC, l'Union PS et le Faso Autrement ont récemment introduit des requêtes aux fins de faire constater la démission et la déchéance du mandat électif de députés qui ne collaborent plus, en tout cas avec eux. Dans cette délibération du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a donné raison aux requérants comme quoi les députés visés ont volontairement démissionné de leur parti et doivent être remplacés. On va y porter un jugement sur cette décision donc du Conseil constitutionnel. On parle aussi de deux grands médias français qui ont fait l'objet de démentis sur le continent. Il s'agit d'abord de l'information faisant part du décès de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade qui a été relayé par RFI. Aussitôt, l'intéressé a fait un post sur sa page Facebook pour faire savoir qu'il est bien portant et il ajoutera même de manière ironique qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie, de son vivant, sans oublier de rappeler aussi à quel point il est important de vérifier ses sources avant de partager une information. Et puis il y a aussi cette information partagée donc par le gouvernement ivoirien qui a fait savoir à travers le Centre d'information et de communication gouvernementale qui répond au quotidien Le Figaro qui, dans un article intitulé Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron face au spectre d'un grand califat africain, qui a été publié le 12 novembre dernier et qui a nécessité en tout cas un démenti, une sortie donc du gouvernement ivoirien pour dire que la Côte d'Ivoire n'est ni à feu ni à sang. On va y porter un jugement dans cette actualité ivoirienne. Et puis on parlait aussi d'une sortie du président français Emmanuel Macron qui, dans un entretien accordé à des confrères notamment de Le Grand Continent, il revient sur sa vision des relations franco-africaines du XXIe siècle. Selon lui, il y a une manipulation évidente de la part de certaines puissances hégémoniques qui ont un nouvel, on va dire, impérialisme en Afrique et qui utilisent donc ce ressentiment pour fragiler l'Europe et la France. Voici les trois sujets que nous avons en tout cas sélectionnés pour porter un jugement à cette émission du jour. Juste après la virgule, les avant-propos. Merci encore une fois de votre fidélité. Commençons par les avant-propos avec Geoffroy Vaha qui prend la parole en premier. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le Burkina. Et puis bon, c'est vrai que c'est la réalité aussi dans beaucoup de pays. Depuis la survenue de la maladie à coronavirus, on a fermé les frontières. Mais il faut dire que plusieurs mois après, ça devient pesant pour nos économies. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez et il n'y a pas... c'est ça le problème, souvent d'enquêtes qui nous permettent d'avoir des données chiffrées. Mais on sait déjà que, de façon empirique, il y a des commerces qui en ont pâti. Vous alliez souvent autour de certains points qui étaient les lieux, comme par exemple Sitaraï, pour ne pas faire de pub, qui étaient les lieux où on avait donc des marchandises qui descendaient et donc qui partaient. On avait juste des petits marchés à côté qui étaient ceux-là qui voyaient du monde et dans lesquels des commerces se faisaient parce qu'il y avait une forte demande de certains produits qu'on n'avait pas ici.
ici, et puis évidemment de produits qu'on a ici, mais qui sont demandés ailleurs. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment, ou bien qui se font avec une vraie lenteur. On connaît beaucoup de petits commerçants qui souffrent énormément. Quand vous passez des commandes, c'est très difficile pour que ça vienne. Moi, je parle de commandes avec les pays même voisins et tout. Maintenant, c'est pas seulement de notre fait que les frontières sont fermées, c'est que même les autres ne les ont pas ouvertes avec les autres. Mais il y a une réalité. On est aussi dans un contexte de consultations électorales qui fait que il y a certains points qui sont ramenés à plus tard et tout le monde est focus sur les changements qu'on aura très bientôt et tout. Mais il y a la réalité que pour certains de nos concitoyens, ce n'est pas facile. Et n'oublions même pas que nombreux sont ceux-là qui passent les frontières sans le respect de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a le besoin de voyager, il y a le besoin de passer les frontières et le flux il est important. On avait dénoncé ici même des compagnies qui ont pion sur rue, qui sont très connues, qui organisaient des voyages par exemple au Ouagadougou à Abidjan. Alors qu'officiellement, les transports en commun, ça n'a pas commencé. C'est vrai que si vous avez un véhicule, vous avez un laissez-passer, vous pouvez y aller, un véhicule personnel, mais tout le monde l'a pas. Et on connaît bien le premier mode de déplacement, c'est bien celui du transport en commun avec les compagnies que nous avons. Et ma foi, ça impacte fortement. On espère que c'est des choses qui vont changer très vite, mais ça oblige aujourd'hui le commun des populations à trouver des voies et moyens, à trouver des alternatives, et c'est dans l'illégalité qu'on passe les frontières aujourd'hui. Je me demande si pour la question de la propagation du coronavirus, on n'est pas dans des effets plutôt pervers, où on a des frontières qui continuent d'être poreuses, qui sont passées d'une façon et d'une autre, et sans qu'il y ait à brandir par exemple le test de Covid qui a été fait ou quoi, alors que si les choses étaient faites de façon plus contrôlée, mais avec une ouverture plus maîtrisée, on pourrait avoir d'une façon ou d'une autre des voyages possibles, un impact positif sur nos économies et puis une meilleure maîtrise, je pense, de la probabilité de la propagation du virus. On est tous à Ouaga, on connaît des amis qui rentrent et qui repartent. Et ne leur demandez pas s'ils ont fait le test de Covid et on va vous parler de quoi. Alors que si c'était plus maîtrisé, je pense qu'on éviterait beaucoup de choses. Il y a un impact qui est certain et j'ose espérer que, c'est vrai qu'on est dans la question des élections, mais que cette question-là soit prise à bras le corps. On a vu plusieurs fois nos autorités promettre, lorsqu'il y avait, vous vous rappelez bien, un accident il n'y a pas si longtemps où des Burkinabés sont morts nombreux dans un car en Côte d'Ivoire, on n'a pas trop communiqué sur d'où est-ce qu'ils venaient vraiment et qu'est-ce qui s'était passé, mais très tôt on a entendu notre service de communication du gouvernement dire qu'ils étaient en train de se pencher très rapidement sur l'ouverture des frontières et qu'on allait avoir des suites probablement quelques temps après. Jusqu'à présent on les a pas, on est passé à autre chose et ça c'est souvent notre réalité. C'est des piqûres qui font qu'on se rappelle d'un certain nombre d'éléments et après on retombe dans notre train-train quotidien, alors que ce train-train il est impacté par des décisions qui pourraient être prises et qui pourraient alléger un certain nombre d'éléments. Donc je voulais revenir sur la question de la fermeture des frontières. C'est pas seulement que pour le Burkina Faso, mais c'est bon que même dans la période de consultation électorale dans laquelle nous sommes, on ait à penser ces choses-là. D'accord, merci bien de nous partager donc ces informations. Je me retourne maintenant vers Ben Abougma. Merci Président. Effectivement, je m'engouffre dans la brèche de Geoffroy avant de venir à mon avant-propos. Il y a effectivement un travail à faire sérieusement sur cette affaire parce que il y a un guide spirituel qui est rentré d'un pays voisin, mais avec une forte colonne. Mais c'est par la route. Monsieur lui est venu par le vol, mais tout le reste est venu par la route. Avec des mini-cars, on se demande comment est-ce que ils ont pu traverser la frontière entre les deux pays pour entrer au Burkina Faso. Et il y en a aussi qui quittent le Burkina pour aller vers certains d'autres pays. Vous avez des gens qui ne croient pas du tout à cette maladie, mais nous avions dit en son temps, c'était de chercher des solutions endogènes en termes de prévention, mettre les moyens pour que ça le soit et puis passer à autre chose. Mais à ce rythme, il y a une pression de la population qui dépasse son nom et un matin, les gardes frontières ne pourront pas contrôler ce flux-là parce que c'est même devenu un business florissant pour ces dames et ces messieurs aussi qui sont au niveau des frontières. Bon bref, moi en avant-propos à Porte-Mapal, la dernière fois j'évoquais au niveau de la cité
donc des logements au niveau de Basseko, où des logements sociaux avaient été transformés en école avec autorisation effectivement donnée par le ministère en mai. Mais les autres préoccupations aussi, c'est que certains espaces également qui devaient être aménagés en espace vert ou en autre chose, en réserve administrative, sont en train aussi d'être transformés en lieu de culte. Et donc, voilà un gouvernement qui a dit que quel que soit le motif, il n'y a pas de raison qu'on détruise effectivement un lieu de culte. Mais ici, et quand ce n'est pas régulièrement occupé, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ce lieu de culte là, même si vous allez construire d'autres bâtiments, à supposer que c'était prévu une école. Vous allez venir construire une école à côté d'un lieu de culte qui ne sera même plus fréquenté mais qui est là, ou bien vous allez permettre aux occupants des lieux de culte de rentrer faire leurs prières au moment où les élèves sont en classe, et certaines prières, vous savez que d'autres, quand ils commencent à prier, même à 5 km on les entend. Donc c'est beaucoup de bruit, ça chante, ça danse, ça crie, il y a des langues qu'on parle qu'on ne comprend pas, et qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Ce n'est pas toutes les communautés qui prient de façon silencieuse. Il y a d'autres, c'est à l'appel que vous entendez beaucoup de bruit et après c'est fini. Mais certains 15 minutes c'est fini. Mais d'autres c'est 2-3 heures. Et c'est 2-3 heures enflammées. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, alors qu'il faut régler cette question au plus vite, qui commence aussi à être un autre problème pour une cité qui a un problème de voirie, pour une cité qui a un problème, qui a un problème, et s'il faut en rajouter encore, je ne sais pas où est-ce que nous allons dans ces conditions-là. Donc, les ministères concernés ont été interpellés, la mairie de Ouagadougou elle-même a été interpellée, mais bon, c'est la sourde oreille, parce qu'en même temps, ce sont ces résidents qui vont dans ces lieux de culte et qui après se plaignent que c'est irrégulièrement occupé. Bon, c'est ça aussi la réalité. Mais sur le plan foncier au Burkina, il nous faudra du courage et comme on appelle ça, pour nettoyer ces écuries-là et puis aller de l'avant. Sinon, ça va être une bombe à retardement. Moi, je ne parle même pas d'abord de comment les terres sont bradées. C'est comment les occupations anarchiques sont faites, des espaces verts, des réserves administratives qui sont occupées actuellement par des lieux de culte et qui disent quand le gouvernement sera prêt pour construire telle ou telle infrastructure, nous allons déguerpir. Mais quand vous regardez ce qui se passe à côté, vous vous posez la question de savoir est-ce que quand le moment viendra de venir construire l'édifice, ils vont vraiment déguerpir. Mais comme le gouvernement dit pour aucune raison on ne doit détruire un lieu de culte, on attend de voir comment est-ce que cela va se passer. C'était ça mon avant-propos, qui a en même temps un cri de cœur, parce que ça devient très récurrent. D'accord. Et nous l'avons noté avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction. Merci à tous les deux. Et merci d'ailleurs à ceux qui nous suivent du lundi au vendredi à partir de 8h pour l'émission Le Tribunal de l'actualité sur Watt FM, également sur Tree TV. Alors, première affaire, on va parler donc, on va réagir au délibéré du 13 novembre 2020 effectué par le Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Vous savez, les grands juges avaient été saisis par des partis dont quelques membres en tant que députés à l'Assemblée nationale avaient maille à partie avec l'état-major du parti. Donc, il s'agit de l'UPC, de l'Union PS, du Faso Autrement, de l'EFASO Autrement, qui ont donc introduit des requêtes au fin donc de faire constater la démission et la déchéance de mandat électif de ces députés qui ne collaboraient plus avec eux. Et donc le Conseil a donné raison aux requérants comme quoi les députés visés ont volontairement démissionné de leur parti et doivent être remplacés. Et alors que nous sommes donc à quelques jours du renouvellement aussi de l'hémicycle de l'Assemblée nationale au niveau du Burkina Faso, quel regard porter Benabougma, déjà, on peut dire que c'est l'aboutissement d'un bras de fer qui a tout de même duré entre ces partis et ces frondeurs. Tout à fait. Donc aboutissement d'un bras de fer qui arrive pratiquement à la fin. Et donc c'est des partis politiques aussi également qui n'ont pas démordu par rapport à leur lutte. Et ce sont aussi des députés qui ont bien calculé leur coût avant de passer à autre chose. Donc, et qui ont mis le timing à contribution pour pouvoir partir, mais ne pas perdre les privilèges liés à la fonction
ou des députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est des coûts qui ont été bien calculés, mais ce sont des partis politiques également qui ont pu se faire justice, même si c'est dans des conditions qui semblent être un coup d'épée dans l'eau. Néanmoins, justice leur a été rendue, et je pense que ça aussi c'est un élément qui est important, qui va faire en sorte que ça va pousser rapidement les Burkinabés à regarder de près ces choses-là et à revoir le dispositif légal qui encadre, pour éviter que quelqu'un ne vienne solliciter les suffrages des uns et des autres sous un label quelconque, et après qui part également se labelliser sur une autre marque quelconque. Bon, quand on parle de label de jour là, ça et qui ça peut signifier quelque chose. Voilà, ça peut signifier quelque chose. Et donc, et qui part effectivement prendre les couleurs d'une autre marque, et qui dit que lui n'a pas bougé, mais lui il est toujours là. Sinon, il n'y a pas de problème. La loi permet que, oui, la loi le permet, que 10 députés s'organisent en groupe parlementaire. La loi permet que vous partiez dans un groupe parlementaire que vous voulez. Et ça, c'est vrai. Et donc, maintenant, la limite, c'est que ce n'est pas une démission de fait. C'est ça aussi la réalité. Mais à la fin, et vous ne partez plus aux rencontres du parti avec lequel vous avez été élu, vous ne cotisez plus, tout ce qui est rencontre, rendez-vous, ça ne vous regarde plus. À la limite, il y en a qui font des actes de sabotage, d'autres même ont parrainé ou ont fait créer des partis politiques qu'ils financent, participent aux activités, ne s'affichent pas officiellement s'affichent et disent qu'ils sont invités aux activités du parti, mais c'est difficile à voir, c'est même pas joli. Et à la fin, vers la fin du mandat, à la constitution des listes, on vous retrouve maintenant sur la liste d'un autre parti politique. Tout le monde savait que vous jouez un faux jeu, c'est juste pour les privilèges, parce que si vous lâchez, ce n'est pas évident. Donc, et c'est dans cette situation que nous sommes. Donc que ce soit le Faso Tourma, que ce soit l'UPC, que ce soit l'UNIR, c'est dans les mêmes conditions. C'est dans les mêmes conditions que certains députés ont évolué, ont vogué, jusqu'à la constitution des listes. Et tout le monde savait que ces messieurs n'allaient plus se constituer sur les listes des partis avec lesquels ils ont été élus à l'Assemblée nationale. Mais légalement, personne n'avait les moyens aussi de reprendre le siège. Personne n'avait les moyens légaux, de reprendre le siège. Donc, c'est des partis politiques avec des leaders qui sont fâchés, des partis qui ont contribué à l'élection de certains, qui ont mis de l'argent pour l'élection de certains, et puis après, qui se retrouvent désabusés et qui ne savent plus quoi faire. Donc, c'est une loi qui devait encadrer le nomadisme politique, sauf qu'il y a des limites réelles de cette loi que ces messieurs et ces dames ont exploitées. Donc il y a plusieurs explications, mais pour le moment je m'en tiens principalement au vide juridique. Tout à fait. Alors justement, Benaï voit un vide juridique qui permet donc cette instabilité au niveau de l'Assemblée nationale, avec cette situation qui est créée aussi par certains députés. Mais pour d'autres, quand on leur pose la question, pourquoi, après avoir constaté les difficultés avec votre parti, vous ne démissionnez pas de façon officielle de votre siège de député et tout? Ils disent qu'ils tiennent leur mandat de leur communauté, du peuple qui les a élus, plutôt que de leur parti. Est-ce que là vous y voyez également une question de compréhension ou d'interprétation des textes? Pour moi, c'est peut-être même plus le débat c'est le fond même du débat. C'est dire que ce qui pose comme problème, c'est est-ce que c'est le parti qui les a élus? C'est le parti que les populations ont eu à élire pour représenter leurs intérêts, ou bien celui qui a fait l'adhésion populaire, c'est l'homme qui l'est. Je pense que c'est un peu le débat de fond qu'il pose. Mais au fond aussi, c'est que sans un parti, c'est difficile. Et ils le savent. Et les partis aussi savent qu'il y a des messieurs qui, dans leur localité, ce n'est pas une question de parti. Tout le monde lui fait la cour. Et lui, il regarde aux propositions et se positionne. Parce que pour le battre sur son bastion, c'est compliqué. Et avec lui, qu'à un moment donné, il porte vos couleurs, c'est toujours un joueur indiscipliné. Oui, parce qu'il a conscience de sa force. Il a conscience de sa force, et puis il sait qu'il ne vous doit pas plus de 10% du fait qu'il soit à l'Assemblée nationale. Et quand c'est comme ça, c'est difficile à gérer. Et puis c'est des messieurs auxquels on fait la cour. C'est
combien de... Parce que souvent on a l'impression que ça se passe comme ça, mais c'est un vrai classico, pas classico comme mercato. À l'approche de l'élection, c'est comme un genre de mercato. Il y a des On ne sait pas qui va rester, qui va partir. Moi, une anecdote, je pense que le 10 octobre dernier, à Pau, il y avait l'UPC qui faisait ses deuxième journée parlementaire. Qui était à la tête et qui gérait? C'était bien le point Naba, non? Ils ont même abordé la question des départs. Donc, après, lui-même, il n'est pas resté. Donc, je veux dire que, et même jusqu'à ce rendez-vous d'ailleurs, lorsqu'ils abordaient la question des départs, ils disaient qu'ils comprennent. C'est le choix de ceux qui partent. On ne peut pas les obliger à rester. Mais le problème, c'est que vous ne partez pas avec notre siège. C'est aussi le message qui est donné. Vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Mais vous avez été élu sous notre bannière. Mais, messieurs, si votre conviction a changé et que vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec nous, morale pour morale et honnêteté pour honnêteté, partez, mais laissez-nous notre siège. Mais celui à qui on demande de partir dit, mais le siège, vous le devez grâce à moi. Vous me le devez. Et ça, c'est le débat de fond. Mais au-delà de tout ça, je crois aussi que lorsque ceux qui sont allés vous ont élus sous une bannière, quand vous la quittez, je pense que prenez votre baluchon et puis allez. C'est pas avec le siège que vous allez partir. Et puis, et le problème, c'est qu'il y a un jeu. On est en politique aussi. On ne va pas simplement. Vu que dans ceux qui vous disent que c'est votre droit, il y a toujours la volonté de vous humilier quand vous partez. Et quelquefois, les démissions que vous avez, elles précèdent des lettres qui étaient en train d'être écrites. On connaît comment ça se passe dans le couloir. Il sent qu'il y a une dynamique d'humiliation. Très tôt, on écrit sa lettre et puis on dépose, on est parti. Parce qu'on ne veut pas que ça nous desserve à un moment donné. Sinon, chacun joue son petit jeu. Et ça, c'est ça aussi notre arène politique. C'est ça aussi la réalité de ce nomadisme-là. Où on n'est pas forcément un parti parce qu'on a toutes ces convictions, mais quelquefois on y est parce qu'on nous a positionnés aussi sur la liste et que ça nous arrange. Le jour où on change les choses, on dit bon attendez, parce que non, voilà, le parti a décidé que voilà les visées, machin. Le monsieur n'attend pas, il est parti. Il va sécher ses habits là où le soleil est un peu plus frappant. Non, ça ne dépasse pas ça souvent. Et à la fin, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut convaincre les populations de ce qu'il y a une vraie différence et une différenciation possible à faire dans les offres et les propositions de ces partis si tout le monde fonctionne en fait de la même façon. C'est cela en fait le problème de fond à la fin. C'est-à-dire que celui qui a chanté chez moi ABC du matin au soir, demain, vous le voyez en train de dire XYZ. Quand vous lui rappelez qu'il avait dit ABC, il dit oubliez ça. Je me trompais. En l'espace de quelques semaines. Mais c'est ça, c'est cette réalité. Vous demandez... mais pour les cas d'espèce, comprenez-vous, est-ce que c'est pertinent pour ces partis-là de poursuivre leurs anciens collaborateurs jusqu'à la dernière minute? Est-ce pour l'histoire? Est-ce pour la morale, comment on va dire? Ou bien il fallait qu'ils fassent le choix de les laisser avec leur bonne conscience, comme on dit? On est en politique, vous allez les laisser avec quelle bonne conscience? Lorsque notamment il y a eu des conciliabules, il y a eu des conclaves, il y a eu des arrangements et que des arrangements que vous avez soupçonnés. Et puis sachez que si maintenant il part officiellement, c'est que pendant longtemps on vous a vendu vos petites réunions que vous faisiez, parce que tout est stratégie politique. Là où il partait, il le donnait déjà. En fait, c'est tout ça qui frustre. Et à un moment donné, c'est en chaîne de faïence qu'il se voit à l'intérieur. Et puis, vous sentez qu'il n'est plus avec vous. Mais vous ne pouvez pas le chasser parce que vous attendez qu'il ait le courage de démissionner. Mais le monsieur, lui, il ne démissionne pas. Il est là et vous regardez, il vous nargue. Je pense que c'est ça aussi qui, à la fin, met les partis politiques dans une posture, je ne veux pas dire de vengeance en tant que telle, mais qui est celle de vouloir régler des comptes de façon très claire. Mais je pense aussi que, au-delà de la question du sentiment qu'il y a entre eux, il y a des règles. Et il faut les faire respecter. Et puis, il faut rester en justice lorsque vous savez qu'il y a un problème. Et je pense que c'est ce que ces partis-là ont fait. C'est aussi pour la leçon. C'est aussi pour la leçon. Maintenant, c'est clair que le timing impacte moins
les démissionnaires parce que eux-mêmes sont en course encore pour venir ébelloter, peut-être avec ils sont déjà sur bien de listes. Voilà, avec d'autres casquettes. Mais je crois aussi que c'est la leçon pour ceux qui viennent de les accueillir que voilà comment ils fonctionnent. Mais c'est une réalité. Tout comme il a mal à partir avec ses amis d'hier, il peut avoir mal à partir avec vous aujourd'hui, parce que tout n'est pas conviction. Je crois que c'est peut-être la leçon qu'on peut tirer dedans, et c'est la question aussi du respect du principe. Vous avez démissionné, vous quittez votre siège. C'est vrai que vous allez nous enquiquiner, mais jusqu'à la fin, en tout cas, le droit sera dit, et puis vous allez devoir partir parce que vous avez démissionné. Et je pense que ça, c'est déjà une bonne leçon. Mais c'est toujours difficile pour ces partis-là d'avoir des messieurs qui sont en interne, qui ne participent plus à rien, qui vous nargue de l'intérieur, mais vous êtes obligé de le pousser à bout pour que vous ayez sa démission, pour que enfin vous puissiez avoir votre siège à vous. C'est compliqué. On a parlé du cas du Faso, autrement c'est pas maintenant que ça a commencé. Je me demande si comment est-ce que monsieur Ouedraogo gérait ça depuis, mais ça a le mérite de vous courroucer. Bernard, vous avez tellement insisté sur le vide juridique justement dans ce type de situation. Beaucoup ne comprennent pas comment, là où on initie et on vote les lois, on en soit toujours à une situation où on a un flou qui entoure donc ce type de situation à l'Assemblée nationale. Non, il faut rappeler le contexte de comment est-ce qu'on est arrivé là. Tant que, en son temps, c'est le CDP qui prenait les députés des autres partis, il n'y avait pas de problème. On se rappelle que le parent de Laurent Gbagbo, si ma mémoire est bonne, avait réussi à avoir 5 députés. À l'arrivée, ce n'était pas rose, parce qu'ils ont tous bougé avant. Et Gbagbo a réclamé ses sièges enfin parce que légalement il ne pouvait pas. Et donc certains ont rejoint la DFRDA, d'autres ont rejoint notre parti politique. Mais personne, aucun député du CDP n'oserait aller voir ailleurs. Donc pour les conditions qu'on connaît. Et jusqu'à ce que l'UPC soit créé en 2010. Et Armand Wali, qui était député CDP, rejoint Diabré comme vice-président. Le CDP a compris que la donne est en train de changer et dans ses rangs, des gens de conviction peuvent quitter, peuvent tourner le dos. Donc rapidement, il fallait régler cette affaire. Donc, loi sur le nomadisme politique. De loi sur le nomadisme politique, tout le monde n'a pas été pris en compte. C'est au niveau même des députés, si vous changez de parti, que vous perdez votre siège. Au législatif, si vous êtes conseiller municipal, vous changez, vous conservez le siège. Ça n'est pas descendu jusqu'au municipal. Tout ça a été fait dans la précipitation. C'est dans l'énervement, donc il fallait régler un problème. Et donc, et comme il a rejoint effectivement l'UPC, son siège a été réclamé, obtenu, il a été remplacé. Mais le vide juridique, c'est que la démission de fait n'a pas été effectivement actée. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver dans un groupe parlementaire autre que votre parti d'origine sans être inquiété. Mais il y a également une précision. Parce que le groupe parlementaire, il faut au moins 10 députés. Et donc, quand des regroupements n'arrivent pas à avoir le nombre requis, des partis peuvent vous prêter des députés. Donc, l'UPC a prêté des députés au groupe Paix, Justice et Démocratie, PGRN, de Conciliation nationale, PGRN, au niveau de l'Assemblée nationale. Présidé par Mme Ouedraogo. Voilà, ça, c'est pas un problème. Ça peut se faire. Donc, pour compléter, pour qu'effectivement vous puissiez... Mais là, c'est des choses qui sont négociées. C'est comme ça que ça se passe et il n'y a pas de problème. Mais quand votre parti a son propre groupe parlementaire et vous vous démarquez pour créer un autre groupe parlementaire et vous réclamez toujours de votre parti d'origine, alors que quand le moment de vote arrive, il arrive même que vous votez contre la position officielle de votre parti, ça pose effectivement un problème. Mais comme il n'y a pas la démission de fait, donc vous bougez avec votre tabouret, allez vous asseoir chez le voisin, mais vous réclamez toujours membre de l'autre groupe. Vous dites que vous n'avez pas démissionné, que c'est eux qui disent que vous avez démissionné, mais vous n'avez pas démissionné. Mais dans les faits, je dis, vous n'êtes plus là. Vous ne siégez plus dans le même groupe parlementaire. Vous ne participez pas à leur réunion. Sur le plan vote, parfois vous votez contre ou vous votez pour au moment où ils ont choisi une autre façon de faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, les activités du parti, vous ne venez pas. Comment est-ce que vous pouvez vous réclamer d'un parti politique si vous ne venez pas à ces activités? Il y a un problème. Vous n'êtes plus du parti.
C'est une démission de fait. Puisque même les instances, vous ne participez pas. Le congrès, vous ne venez pas. Les assemblées générales, vous ne venez pas. Les réunions du bureau politique national, vous ne venez pas. Les réunions du bureau exécutif national, vous ne venez pas. Quand vous retournez dans vos bases, vous tenez la réunion avec des gens qui viennent plus aussi aux activités du votre parti. Il y a une démission de fait qui est là. Oui, mais est-ce que ça, ce ne sont pas des affaires internes? Comment l'Assemblée peut constater ces affaires-là? Il aurait fallu matérialiser la démission de fait et puis c'est fini. En ce moment, les uns et les autres allaient réfléchir par 2 fois. Effectivement, avant de le faire. J'ai dit en le faisant, ils n'ont pas, ceux qui l'ont fait en son temps n'avaient pas pensé au revers. C'est ce que j'ai dit, ça n'a pas été, ça a été fait à la va-vite. Il fallait régler et puis dissuader ceux qui veulent quitter le CDP en son temps. C'est l'histoire de la loi là, qui est là. Donc, mais aujourd'hui, on est effectivement à un autre niveau où la donne a changé. Mais en même temps, de démission ou de changement de positionnement, ça profite en général au parti qui est toujours au pouvoir. Vous prenez celui de Le Faso Autrement, élu sur la bannière de Faso Autrement, il est allé dans le groupe Burkinlem, donc la majorité. Dans la majorité. Son président Ablassé Ouedraogo lui dit de rejoindre la majorité. Il dit qu'il est à l'aise de rejoindre l'opposition. Il dit qu'il est à l'aise à la majorité. À cause de lui d'ailleurs, M. Ouedraogo n'arrive pas à siéger dans le cadre de concertation des présidents des partis affiliés au CFOP. Puisqu'on dit qu'on ne siège dans ce cadre-là, dans ce cadre de concertation des présidents, que les députés qui siègent à l'opposition, lui son député siège à la majorité. Ça a été difficile pour Ablassé même de régler ça. Non seulement il ne s'entend pas avec lui, il arrive au CFOP, on dit tu ne peux pas siéger parce que votre député siège de l'autre côté. Donc, ça course doublement comme on le dit. Ça c'est un. Deuxièmement, au niveau de l'UNIR, ce n'est pas la première fois que Maître Benouendé Sankara a écrit pour demander également de constater la démission d'Alexandre Sankara, dont ils ont dénoncé les agissements et tout, et soupçonné d'être pieux, qui même était au lancement et qui a dit qu'il a été invité. Donc, la réalité aussi, elle était là, implacable. Il dit qu'il n'a pas démissionné, c'est eux qui disent qu'il est parti. Les gens, les autres disent qu'il ne paie pas ses cotisations, il ne vient pas aux rencontres, ceci. Et ça continue. Le grand lot, c'est l'UPC. Où, d'abord 1, ensuite 13, donc 14, plus Kemdé. D'abord Élysée. Voilà, qui a créé son parti et qui continue de siéger. Le Conseil constitutionnel d'ailleurs avait acté, on en avait jugé ici au tribunal de l'actualité. Et après les 13 ont créé un groupe parlementaire, d'abord UPC-RD. Et c'est devant la justice que l'UPC obtient que l'UPC puisse être enlevé et le RD conservé. Donc groupe parlementaire RD qui a continué, qui se réclament de l'UPC, disent qu'ils n'ont pas démissionné, mais ils ne participent pas aux rencontres, congrès, assemblée générale, ils ne partent plus. Mais à l'Assemblée nationale, ils se réclament toujours UPC, donc même s'ils siègent dans le groupe parlementaire RD. L'UPC a compté sur l'Assemblée nationale pour ne pas reconnaître le groupe parlementaire, sauf que légalement aussi, il ne peut pas, puisqu'on dit 10 députés ont la liberté de s'organiser en groupe parlementaire. Donc l'Assemblée ne peut pas aller rentrer dans les détails. C'est le juge constitutionnel peut-être qu'il faut saisir pour voir ces choses, parce que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas aussi constaté cette démission. Qu'est-ce que vous faites? Donc, ces messieurs ont profité de ce vide juridique pour conserver leur siège avec les avantages liés. Mais pourquoi c'est à la dernière minute qu'ils rejoignent officiellement les partis pour se faire enrôler pour les élections, alors qu'ils ont engrangé les moyens de députés obtenus avec le parti politique pour aller battre campagne? Parce qu'un député à l'Assemblée nationale, ça a des privilèges, ça a des entrées, et puis il y a beaucoup de choses qui vont avec. Parce que quand vous retournez dans vos bases, on vous appelle toujours député. Donc il y a les avantages de l'Assemblée nationale que vous utilisez toujours, mais aussi les avantages de votre marque d'origine. Donc il y a cette réalité. Mais ceux qui ont attendu la dernière session de l'Assemblée nationale pour bouger, ils ont bougé avec tous les privilèges liés au départ du député. Parce qu'il y a des privilèges liés au départ, parce qu'il y a ce qu'on appelle les indemnités de fin de mandat. Là. Ils partent avec tout. Le nouveau qui va venir n'obtiendra... C'est combien ces indemnités? N'obtiendra que je crois que c'est 6 mois. Certains parlent de 9 mois, 6 mois. Je n'ai pas pu vérifier la dernière parce que ça a été changé. Donc davantage, on calcule tout comme les ministres, on vous remet, vous partez. Et donc, ils partent. C'est un gros pactole. Oui, c'est un vrai pactole dans cette période de campagne. Donc, ils partent avec tout ça. Le nouveau qui vient n'aura seulement que les émoluments. Mais ceux qui sont partis avant ont perdu ces privilèges-là. Mais le nouveau qui viennent de prendre là n'auront que... nous sommes pratiquement
en novembre. Les élections, c'est dimanche prochain. La nouvelle Assemblée nationale va se mettre en place. Et puis, bon, très vite, là, elle va être installée rapidement, commencer à travailler. Donc, les nouveaux n'auront que peut-être quelques heures ou quelques jours de siège. Et c'est peut-être les mois, des mois et tout. Mais tout ce qui est pactole au départ, c'est les anciens, c'est ceux qui sont partis là qui l'ont. J'ai dit, le coût a été bien calculé. Et les présidents aussi savent, et les députés là également savent. Donc, ils partent avec tous les avantages. Mais bon, au moins, justice est rendu cas là. Le parti a eu raison. Ça fait tache d'huile, ça fait marque, ça fait dans cette période de campagne. C'est bien également que la justice soit rendue et qu'ils aient saisi la justice. Mais en même temps, sur le plan avantage, les partis ou les suppléants qui vont venir, voilà. Et je me demande c'est à quelle session également d'ailleurs ils vont constater l'arrivée des nouveaux. Je ne sais pas si on aura encore, parce que la session budgétaire, elle est close. Je ne sais pas s'il y aurait une session spéciale avant, comment on appelle ça, l'installation de la nouvelle assemblée qui va être élue à partir de dimanche prochain. Donc j'ai dit que ça vient comme un coup d'épée dans l'eau, mais qui a des conséquences juridiques. Parce que si on reste dans ce flou, après l'élection, ces messieurs-là sont également capables aussi de toujours se réclamer du parti. Après les élections, c'est possible. Donc je pense que c'est dans ces conditions on est. Donc, mais j'ai dit, c'est des gens qui ont bien calculé leur coût. D'accord. En tout cas, le Conseil constitutionnel a bien constaté cette démission et a invité l'Assemblée nationale à procéder donc au remplacement des personnes citées dans la liste qui a été justement jointe à cette délibération. Merci d'avoir donné votre lecture à cette actualité nationale. On va maintenant parler d'autres choses. On parlera des grands médias à l'épreuve donc des fake news, les fausses informations, puisque deux grands médias français ont fait l'objet de démentis en cette semaine sur le continent. Il s'agit d'abord de l'information qui avait été diffusée faisant part du décès de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, et l'intéressé a aussitôt réagi à travers un post sur sa page officielle Facebook qui fait savoir en tout cas qu'il est bien portant. Il a même ironisé de façon de cette manière en tout cas qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie, de son vivant, et sans oublier aussi de rappeler à quel point il est important de vérifier ses sources avant de partager une information. La deuxième information en lien avec une sorte de désinformation, c'est cette sortie aussi du gouvernement ivoirien à travers le Centre d'information et de communication gouvernementale qui a fait constater que l'opposition a recruté un ensemble de presse dont ceux français pour salir le nom du pays. Donc ils ont formulé un démenti sur un article publié par le Figaro, voilà, qui est un article qui est intitulé ainsi Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron face au spectre d'un grand califat africain. Ça a été publié le 12 novembre dernier, et en tout cas le gouvernement a tenu à apporter un démenti formel point par point à tout ce qui a été en tout cas cité dans cet article-là. Le gouvernement estime que ce sont des mensonges ourdis par le journal, et la Côte d'Ivoire n'est ni à feu ni à sang dans sa situation post-crise électorale, on va dire comme ça. Quelle est l'analyse qu'on en fait donc de cette situation? Commençons par Geoffroy Vaha. C'est une question justement de démenti, de désinformation, de fake news. Comment vous appréciez d'emblée cette situation? Là, on est dans deux éléments qui pour moi sont quand même un peu différents. Quand on prend le cas de Abdoulaye Wade, je crois que il y a le média qui explique ça par un bug, et c'est-à-dire une erreur informatique qui a fait qu'on a annoncé le décès de plusieurs personnalités. Je pense qu'il y avait Wade, il y a Abdou Diouf, il y a Ellen Johnson Sirleaf. Voilà. Et bon, on a parlé de bug. Ça, c'est peut-être un rattrapage. Mais même quand Wade répond, il précise que même s'il y a eu un bug, n'est pas donné quand même à tout le monde de pouvoir avoir les données nécrologiques de Wade sans. Mais il y a un minimum aussi, ce qu'on recoupe. Maintenant, si c'est un bug, moi je ne sais pas comment un système informatique annonce des décès. Je ne sais pas comment on programme. Franchement, je ne sais pas vraiment. Est-ce que ce soit programmé déjà? Voilà. Peut-être qu'ils ont programmé ils ont ciblé un certain nombre de personnes qui pour eux sont susceptibles sont en train de partir, et donc on appuie un bouton et puis après presque à la minute près son nom sort avec l'heure du décès. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est programmé, mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est un peu l'info qui a été donnée. Donc il y a peut-être eux qui justifient ça par un problème informatique. Maintenant il y a l'autre, le Figaro, si je retrouve bien, je retrouve plus bien, mais le Figaro, c'est un article qui a été écrit par le Figaro, mais c'est le directeur des rédactions qui a donné sa lecture
de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et le regard qui pour lui qui n'est pas intéressant, notamment de la France et de l'Europe, qui se cache presque face à la réalité ivoirienne. Et le troisième mandat de Alassane et évidemment ses conséquences. Et vous, quand vous verrez, vous lisez l'article, il est des plus il n'y va pas du dos de la cuillère quand vous lisez l'article, parce qu'au départ il commence par Trump, parce qu'il parlait du contexte de l'élection de Donald Trump. Je pense que je vais retrouver l'article là très rapidement. Voilà. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron face au spectre d'un grand califat africain. Et quand vous voyez le début, vous comprenez pourquoi est-ce que l'État ivoirien, à un moment donné, se sont obligés de répondre. Alors que Donald Trump se donne en spectacle dans un rôle tragicomique pour rester au pouvoir, un autre président sortant s'accroche à son spectre dans l'indifférence quasi générale. La Côte d'Ivoire n'a pas le rayonnement des États-Unis, mais si ce pays sombre dans le chaos, c'est tout un pan de l'Afrique qui risque bientôt de chavirer. Au lieu de détourner le regard, la France et l'Europe devraient y regarder à deux fois. Il continue pour dire que l'élection pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara le 31 octobre dernier a déclenché une vague de violence inouïe. Les affrontements politiques et interethniques se multiplient, des scènes de décapitation sont rapportées, une cinquantaine de morts a déjà été recensée, des milliers d'Ivoiriens prennent la fuite vers les pays voisins. C'est le constat qui est partagé par Figaro. Et pour eux, il y a quelqu'un qui est à la base de tout cela. On parle d'un troisième mandat qui est celui d'un grand califat africain. C'est un choix qui est celui de la direction de la rédaction de Figaro dans son regard sur l'actualité ivoirienne. Dans le cas de RFI, on dit c'est un bug. Ici, c'est un édito. C'est l'avis d'une direction de rédaction sur une situation et qui est celle de la Côte d'Ivoire et notamment le regard de la France et des pays européens face à ce qui est en train de s'y passer. Maintenant que le SIG, le service d'information du gouvernement ivoirien, disent que ce qui est dépeint c'est pas la vérité, mais c'est vrai qu'il y a une scène de décapitation, une vidéo qui a bien circulé, un jeune qui s'est fait égorger, ça la vidéo tout le monde l'a vu, c'était après la question du troisième mandat. Est-ce que c'est faux que les gens sont en train de quitter Abidjan, la Côte d'Ivoire? Beaucoup, à la frontière libérienne, on en parle. Et on a le HCR l'a dit. Le HCR l'a dit. Les scènes de violence et interethniques et celles communautaires, c'est encore partagé. C'est un bateau où il n'y a pas si longtemps, une semaine ou 10 jours, on a vu le nombre de morts qu'il y a eu. Combien de fois on ne voit pas les vidéos de jeunes, certains disent que c'est des les microbes avec des machettes qui agressent les gens dans les rues alors qu'ils étaient en train de se mobiliser pour aller dans un meeting de protestation de l'opposition. Donc c'est des scènes qu'on a vues. Maintenant, il y a ça et il y a la lecture qu'on en fait et il y a celui qu'on charge à souhait. Parce que pour le Figaro et dans sa façon de voir, tout cela est parce que Alassane a voulu un troisième mandat. Maintenant, c'est clair que ça sera difficile que le camp Alassane regarde, au regard de l'aura que le Figaro a, regarde les choses se faire ainsi sans piper mot. C'est comme s'ils consentaient, parce qu'ils ont tous lu. Vous comprenez? Donc c'est un genre de droit de réponse, c'est une façon de dire on n'est pas d'accord avec la façon dont vous voyez les choses parce que ce n'est pas vrai, nous sommes en Côte d'Ivoire et ce que vous dites est très loin de la réalité. Je crois que... Ils le disent clairement qu'ils sont des contre-vérités. Voilà, que ce sont des contre-vérités, mais à la place de camp Alassane, vous ne pouvez pas dire autre chose. Parce que là, ils sont clairement chargés par le Figaro. Et, bon, je pense que la sortie du service d'information du gouvernement ivoirien, ça se comprend. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pour revenir et pour sortir de ce problème ivoirien, il y a la réalité aussi que nous sommes sur un continent où nos autorités, quand ils veulent parler, les premières personnes, c'est pas nous, c'est pas leurs médias locaux. Ils préfèrent payer des millions, aller avoir des interviews qui ont passé sur cette X chaîne ou ceci ou cela. Ils font des mains et des pieds parce qu'ils se disent que il y a ces chaînes-là qui ont une certaine aura, qui a une certaine envergure et tout, pas seulement pour son peuple, parce qu'il s'est dit aussi qu'il parle au reste du monde et tout. Mais quand vous finissez
les dérouler à chaque fois le tapis rouge et qu'on les croise à chaque fois dans les couloirs de vos présidences. Mais comprenez qu'à la façon dont vous les gérez, quand les autres, même vos profondeurs, les géreront ainsi, ils vous chargeront. Ah oui, mais nous dans ce jeu, nous on regarde et puis... Comme si on était dans un cercle vicieux. Voilà, nous on regarde et puis on l'enrôle comme sujet au tribunal de l'actualité et puis on en débat. Ça a été le cas un peu partout. Quelquefois, il y a certains de nos régimes qui ont été froissés avec quelques papiers les concernant. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que mais nous, on vous gère et puis vous nous faites ça. Eh bien, gérez. C'est comme ça que les autres aussi, vos profondeurs, commencent à gérer. Bernard, ces deux publications, comme Geoffroy l'a un peu nuancé, dont les tenants aboutissants ne sont pas de la même nature, mais en tout cas l'onde de choc a nécessité justement des démentis de la part des uns et des autres. Comment vous appréciez? Oui, en fait, je pense que ce qui court sur les Ivoiriens, c'est la présentation apocalyptique de la situation. Parce que quand vous lisez l'article, vous pensez que c'est un pays qui a feu et à sang. Donc il y a cette réalité qui est quand même, de mon point de vue, un peu dure. D'une réalité qui a certes été émaillée de violence, mais je ne pense pas que ce soit jusqu'à ce niveau de violence. Et ce n'est pas aussi étonnant. Je dis, pour avoir vécu l'insurrection de près et le coup d'État de près, j'ai vu des articles qui traitaient de certaines périphéries de Ouagadougou où vous avez l'impression que vous êtes dans une guerre généralisée, dans une guérilla urbaine. Ça, j'ai lu ces articles-là en son temps sur des grands médias occidentaux, des papiers écrits par d'ailleurs des envoyés spéciaux. Et je me suis demandé, mais monsieur ou madame était où a vécu ça ou pour écrire de telles scènes qui n'ont d'ailleurs pas existé. Ça, j'ai lu ces articles-là et j'étais très étonné. Après, il y a eu ce numéro spécial qui a été sorti par Jeune Afrique, je crois, sur le Burkina, avec des faits qui ne concordent pas avec la réalité. Mais parfois, ce sont des locaux aussi qui les induisent en erreur. D'autres aussi écrivent entre griffes ce qu'ils veulent parce que du toit de l'hôtel, vous ne pouvez pas avoir la réalité des faits. Donc, il ne faut pas qu'on se voile aussi en face d'une réalité de terrain. Mais en même temps, même ces grands médias occidentaux auprès de qui nos chefs d'État ont l'habitude de communiquer, ont aussi des liens avec des forces en présence dans les pays où cette chose se passe. Donc ça peut être un leader de l'opposition qui a aussi de très bons contacts avec ces messieurs et aussi qui communique de façon autre, comme on appelle ça, à travers ces médias. Donc il y a cette réalité aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Et nous n'oublions pas que nos chefs d'État ne communiquent pas dans tous les médias occidentaux. C'est pas dans tous les médias occidentaux qu'ils communiquent. Là-bas aussi, il y a des médias qui sont proches de certains partis. Donc vous avez des médias proches du Parti socialiste, proches des Républicains, proches du mouvement En Marche. Il y a cette réalité également qui est là, qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc quand il y a une crise de ce genre, il y a aussi des jeux d'intérêt et parfois c'est des factures salées aussi qui sortent. Il y a des opposants aussi qui le font. Parce qu'il y a des opposants également qui pèsent lourd sur le continent. C'est une affaire de réseau en même temps. Et parce qu'il y a des gens aussi qui se retrouvent dans certains cercles qui animent des médias. Parce qu'il y a des patrons de médias de l'autre côté qui soutiennent tel ou tel opposant se disant que s'il est élu, c'est aussi chez nous. Donc la réalité, il y a ce lien-là. Mais pourquoi sont-ils aussi sensibles à ces articles de presse dite internationale? On a vu rien qu'hier le Premier ministre ivoirien qui, au détour d'une rencontre avec les femmes du RHDP, était obligé encore de revenir sur l'article en question. C'est tellement dire que ça a touché tout le cœur du gouvernement ivoirien. Je dis c'est le ton de l'article. Sur le morceau que Geoffroy vient de lire, quand vous entendez, j'ai dit, vous pensez qu'actuellement ce sont des scènes apocalyptiques qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Donc il y a une réalité terrain. J'ai dit il y a eu de la violence certes, mais qui est retombée. Donc quand il y a ces choses-là qui ressortent, effectivement, ça les course. Mais ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, même ici. Le ministre de la Communication, M. Danguinou, avec la délégation ministérielle qui était allée constater une attaque au niveau du Sahel, ce groupe de ministres en est pris violemment aux journalistes de la presse étrangère, qui étaient obligés également de réagir, et même des nationaux ont réagi pour dire non, il faut qu'on se dise la vérité, il faut arrêter, travailler à rendre il faut d'abord travailler à donner suffisamment de moyens à ceux qui sont là, parce que vous partez donner les moyens même, en même temps là-bas. Et quand ça chauffe, vous revenez dire que vous n'êtes pas d'accord et tout. Donc il y a cette réalité. Ce n'est pas la première fois qu'on nous voyons ça
au niveau de nos pays. Parfois, ils ne démentent pas, mais ils continuent de leur donner des interviews. Après l'attaque du 2 mars, les chiffres qui ont été donnés par rapport au nombre de victimes de France 24 et de RFI, ils n'ont jamais démenti. Mais c'était des chiffres qui étaient archi faux, qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Si vous étiez un média burkinabé, vous allez être reçu et être entendu par le CSC. Vous en sortez parfois avec une mise en demeure, ou bien les bretelles vous seront suffisamment remontées, un bon communiqué va sortir pour dire que vous nous avez manqué. Qui vous appelle à votre responsabilité, à votre professionnalisme. Mais ici, bon, on dit qu'il y a des plaintes qui leur ont été adressées, ça n'a pas été chose, mais bon, le démenti formel n'a pas été envoyé. Donc, il y a cette réalité aussi qui est là, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, maintenant, par rapport aux fausses informations de façon générale, les fake news, ce n'est pas l'apanage aussi des médias. J'ai même oublié le nom de ce Français qui a fait fortune dans les fausses news au 19e siècle. Dans le gros tirage, monsieur inventait des histoires qui n'existaient pas contre l'État, contre l'Église, contre ceux qui sont contre l'Église, contre les francs-maçons, contre ceci. Il a fait fortune dans ça. En 2003, c'est à la face du monde que l'administration Bush est venue dire au Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak a des armes de destruction massive. C'était une fausse information, c'est une fausse news également. C'est un fake. Le ministre français de l'Intérieur, Castanier, pendant l'affaire, pendant les Gilets jaunes, monsieur est sorti, il a dit que les Gilets jaunes ont attaqué un hôpital et les forces de défense françaises sont allées pour sauver le service de réanimation. Les grands médias français ont repris avant de se rendre compte que c'était faux. Mais le ministre a dit des contre-vérités en direct à l'antenne. Mais ça a été, il a publié, ça a été repris largement que les Gilets jaunes ont attaqué parce que c'était une désinformation. Donc même ces fausses informations participent de la manipulation, de la désinformation. Donc il y a un calcul derrière. Maintenant, quand on dit que c'est un ordinateur qui a bugué, bon, mais les médias également, bon, ça c'est aussi un secret. La réalité prépare un certain nombre d'articles, garde au chaud, au frais, pardon, au frigo en attendant. Bon, maintenant de là, ce que ça bug, que ça sorte, je ne sais pas comment est-ce que ça a été programmé, à quelle heure, à telle date, et puis bon, là, ça franchement, je n'arrive pas effectivement à comprendre. D'accord. Alors, en 5 minutes, on va parler d'un entretien accordé par le président français Emmanuel Macron à nos confrères de Le Grand Continent. C'est un journal français donc qui est revenu également sur, on va dire, sa vision franco-africaine du XXIe siècle. Il s'inquiète en tout cas d'un nouvel impérialisme en Afrique. Il a dit en ces termes, il y a une manipulation évidente de la part de certaines puissances hégémoniques qui ont un nouvel impérialisme en Afrique et qui utilisent donc ce ressentiment pour fragiliser l'Europe et la France. Alors, quel est le regard qu'on porte donc à cette vision du président Macron sur donc la situation de l'Afrique, ses rapports avec les autres puissances aussi, Geoffroy Vaha? Oui, mais c'est clair qu'on ne se surprend pas de ce que la France s'inquiète des rapports nouveaux entre le continent et d'autres puissances. Ils ont eu pendant longtemps des précarés, ils ont eu pendant longtemps à avoir une hégémonie dans certains secteurs, dans même notre vie politique, et il y a des choses qui aujourd'hui leur échappent. Quand vous regardez, ils disent un peu, faites attention. Parce que les nouveaux venus là, c'est pas seulement que pour vos beaux yeux, ils sont pas là que pour vos intérêts. Combien d'articles, combien de reportages on ne voit pas sur la présence de la Chine en Afrique, toujours sur le pan impact pas du tout bon. On va au Congo, ils sont des maîtres de la déforestation. On va ici, le contrat qu'ils ont signé, ce n'est pas pour enrichir les peuples, mais plutôt les dirigeants. Mais vous avez fait quoi? Pareil. Aujourd'hui, on est tous conscients que on ne vient pas chez nous par philanthropie. Ce n'est pas pour nous rendre plus riches qu'ils sont là. L'intérêt pour la France à être présente militairement ou de quelque façon que ce soit sur nos sols, c'est pour les Français d'abord.
Mais pourquoi avoir s'offusqué de ce que, pour ce qui est des Chinois, ils ne soient pas présents que pour les Chinois? Maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était en Russie avec le fameux sommet qu'il y a eu Russie-Afrique, je discutais avec notre ministre de la Défense et je disais mais la Russie, parce qu'on avait visité beaucoup de choses, je disais mais la Russie c'est quand même une force, et je pense que le Burkina peut avoir beaucoup à gagner dans ce qu'on pourrait gérer et tout avec eux et tout, parce qu'on sait qu'aujourd'hui notre réalité sécuritaire on est dans un besoin qui est monstre. Mais il a dit quelque chose que moi j'ai aimé. Il a dit mais que ce soit la Russie ou soit quelqu'un d'autre, c'est nous qui devons savoir ce qu'on veut, parce que c'est pas pour nos beaux yeux qu'ils vont nous aider. C'est qu'il y a toujours un intérêt de part et d'autre, et ça c'est une réalité. Tant que nous on garde ça en tête, on comprendra que ce soit la critique de la France, que ce soit la critique outre part, le plus important c'est comment est-ce que nos dirigeants managent de sorte à ce que ce soit gagnant-gagnant. Pas pour eux en tant que dirigeants, parce que le problème c'est ça, pendant longtemps ils ont signé, mais c'est une élite c'est une partie de la population qui a vu ses comptes renfloués, qui avait même honte de garder ce qu'ils avaient dans les fameux contrats sous nos cieux, mais qui partaient les garder encore dans leur banque. Et après, quand on les chasse, on n'arrive même pas à retrouver ce qu'ils nous ont volé et qu'ils ont gardé encore chez eux. D'accord, on reviendra sûrement sur ce débat, sur cet impérialisme nouveau dénoncé par la France vis-à-vis du continent africain. Merci à tous les deux, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à l'équipe de réalisation. On vous retrouve demain mercredi pour la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix.